regardez le grand journal sur For You Télévision. Merci à tous d'être parmi nous. Au sommaire de cette édition d'information, Guinée équatoriale présidentielle, Teodoro Obiang-Nguema accède à son 6e septennat. Le président Teodoro Obiang-Nguema a été réélu avec 94,9% des voix. Son parti prévoit une nouvelle approche économique pour le pays qui vient à peine de découvrir ses gisements de pétrole. La crainte est aujourd'hui sur la possible succession du fils au père, qui d'ailleurs divise l'opinion. Dans ce journal, notre invité tentera de décrypter cet état de choses. Toujours au sommet de cette édition d'Information Mali Gouvernance, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga est de retour de maladie. Il rencontre le président Assimi Goïta. Celui-ci, après son absence pour des raisons médicales, a tenu à faire sa première apparition avec le président de la République du Mali au palais de Koulouba, avec une seule idée en tête, on peut le dire, celle de montrer à son président dirigeant qu'il est bien sorti de maladie et désormais il est opérationnel. C'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de For You Media Africa. Merci à tous de nous regarder sur nos différentes plateformes internet, Facebook et YouTube, mais également de nous recevoir chez vous, de nous écouter sur la 96.3 FM. On démarre avec l'actualité en République centrafricaine où des attaques aux explosifs ont été constatées. C'est dans la nuit du 27 au 28 novembre 2022 qu'un avion a survolé la ville de Bossangoa en jetant des explosifs avec pour cible la base des forces de défense et de sécurité du pays, celle également des partenaires alliés et l'usine de coton de la ville. Aucune perte en vie humaine n'a été déclarée pour l'instant par le gouvernement centrafricain, mais d'énormes dégâts matériels ont été signalés. Selon les informations apportées par le pouvoir de Bangui, l'aéronef, après avoir semé le trouble à Bossangoa, s'est dirigé vers le nord de la République centrafricaine avant de se rendre aux frontières. Le gouvernement de la République centrafricaine a accusé réception de l'alerte lancée par l'Assemblée nationale, inquiète de la situation d'instabilité créée par cet engin volant. Il appelle à la calmie et la confiance en les décisions et résolutions face à cette attaque du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement, le docteur Diorier Serge Ghislain, annonce d'ailleurs l'ouverture d'une enquête immédiate. Les forces de défense et de sécurité accompagnées des forces alliées de la MINUSCA, je cite, sont en alerte pour mettre hors d'état de nuire toutes les forces négatives d'où qu'elles viennent. Fin de citation. À présent, on fait escale en Afrique de l'Ouest et on parle du Mali, notamment de la fin de la retraite médicale du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Celui-ci est de retour après plusieurs mois d'absence. Le docteur Kokala Maïga a donc fait sa première apparition publique le 25 novembre dernier. C'était au palais de Koulouba. L'objectif était d'informer le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, de sa désormais aptitude à travailler. Foutndedi a suivi pour nous cette actualité. Je vous propose son reportage. Pour sa première réapparition publique, après ses 4 mois d'absence, Dr Choguel Kokala Maïga a choisi de rencontrer le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, en premier pour le saluer et féliciter le président et toute son équipe pour le travail colossal qui a été abattu ces 4 derniers mois qui ont été très difficiles pour les autorités. L'ingénieur télécom reste ainsi déterminé pour la réussite de la transition en indiquant que le Mali est condamné à réussir parce qu'il n'y a pas autre choix. Selon Choguel Kokala Maïga, quand l'on décide de prendre sa souveraineté en main, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de marche arrière. Après donc sa rencontre avec le président de la transition, le Premier ministre s'est adressé à la nation malienne qui, durant toute cette période, lui a témoigné de son soutien. Il a tenu à remercier du fond du cœur l'ensemble de ses compatriotes, de l'intérieur et de la diaspora, ainsi que tous les panafricains. Il a laissé entendre que des plus petits hameaux aux plus grandes agglomérations lui sont parvenus des mosquées, des églises et des temples de prière et les invocations des compatriotes anonymes et des serviteurs du culte. Pour sortir de ses propos, il a fait un clin d'œil à ses concitoyens dans leur écrasante majorité,
Parents, amis, sympathisants et même rivaux politiques les plus farouches qui ont justement tenu à lui exprimer leur compassion et un bon retour. Escale à présent au Burkina Faso où le président, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience une délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest conduite par le médiateur en la personne de l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou. Les échanges ont essentiellement porté sur les objectifs que devra atteindre le gouvernement de transition. Je vous propose de revenir sur ces éléments dans ce reportage signé Ebo. Le médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour le Burkina Faso, Mahamadou Issoufou, s'est entretenu avec le capitaine Ibrahim Traoré sur la conduite et les missions de la transition le samedi 26 novembre 2022 à Ouagadougou. Cette visite a eu lieu en prélude au sommet ordinaire des chefs d'État de l'instance ouest-africaine prévu le dimanche 4 décembre 2022 à Abuja au Nigeria. Il s'agit de la première rencontre des dirigeants des pays membres de la CEDEAO depuis le coup d'État du 30 septembre 2022. Le 4 décembre prochain se tiendra le sommet ordinaire de la CEDEAO à Abuja. C'est le premier sommet de notre organisation commune depuis les événements du 30 septembre. Il est donc normal, en tant que facilitateur, en tant que médiateur, que je vienne ici au Burkina Faso pour procéder à l'évaluation de la situation de transition dans le pays, afin d'en faire rapport au chef d'État. L'ex-président nigérien s'est également entretenu avec le capitaine Traoré sur les missions de la transition. Il a rappelé qu'il s'agit de la reconquête du territoire sous contrôle terroriste. Nous avons évoqué ensemble les missions de la transition qui sont, comme on le sait, la reconquête du territoire sous contrôle terroriste, la résolution de la crise humanitaire, le retour à l'ordre démocratique, mais aussi la mobilisation des ressources afin de permettre à la transition de réaliser ses missions. Mahamadou Issoufou a dit être également porteur d'un message d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, en rapport avec l'Union africaine, la CEDEAO et le G5 Sahel. Celui-ci concerne l'évaluation stratégique sécurité-développement dans les pays du Sahel géopolitique qui regroupe tous les pays sous menace terroriste et du crime organisé. C'est la deuxième visite officielle de Mahamadou Issoufou au Burkina Faso depuis le putsch qui a porté Ibrahim Traoré au pouvoir. Début octobre, il avait conduit une mission d'information pour rencontrer les nouvelles autorités du pays au lendemain de la chute du lieutenant-colonel Damiba. Cette visite avait été accompagnée de manifestations dans les rues de la capitale, contraignant le capitaine Traoré à recevoir la délégation de la CEDEAO à l'aéroport de Ouagadougou. Et parlons à présent des sanctions contre les pays Burkina Faso, Mali et Guinée-Conakry. Le président de la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO en abrégé, a décidé de lever la suspension des procédures pendantes devant elle, impliquant le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. L'information a été rendue publique le 25 novembre dernier par voie de communiqué venant d'Abuja et signée du greffier en chef de la Cour, Yaoussa
Ourou Sama. En conséquence, les citoyens des 10 États membres sont désormais libres de saisir la Cour à leur guise, précise d'ailleurs le communiqué qui justifie par ailleurs la décision par les délibérations de la séance de concertation tenue par le Collège des honorables juges de la Cour de la justice de la communauté, la CEDEAO, sur la portée de la décision de suspension des 10 États membres de la communauté. Pour rappel, la décision de suspension de toutes les procédures de la Cour concernant les différents pays avait été prise le 30 septembre 2021 suite au coup d'État survenu sur les différents territoires. Escale à présent en Guinée équatoriale, c'est sans surprise que le président Teodoro Obiang Nguema a été réélu le 26 novembre dernier avec un score de 94,9% de voix. Celui qui accède à son 6e septennat a basé sa campagne électorale sur un programme économique qui devrait équilibrer les richesses en Guinée équatoriale, mais aussi permettre au pays de mieux vivre de ses richesses, notamment le pétrole. Le pays peut se vanter d'un PIB agrandissant. Mais avant de parler des projets économiques du président Tchéelou Lawson, analyste et économiste, vous êtes l'invité de ce grand journal. Quel regard est-ce que vous posez sur l'aspect politique du pays puisqu'on parle de la Guinée équatoriale? Bienvenue dans cette édition d'information. Merci à Madame Begoudé pour cette invitation. Comme on le disait déjà avant les élections en Guinée équatoriale, ce n'est que du réchauffé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo est réélu avec un score à la soviétique, 99,94%, 80 ans et 43 ans au pouvoir. Il vient donc être réélu, en tout cas reconduit pour notre septennat. Ça veut dire qu'il va faire 50 ans au pouvoir. Actuellement, il est le président qui détient le record mondial de chefs d'État vivants, hors des monarques ou des monarchies. Et donc, il va pouvoir battre son propre record en termes de longévité au pouvoir en Afrique et dans le monde. Je crois que c'est quand même un phénomène qui n'est pas très, je dirais, reluisant pour son pays et pour la Guinée équatoriale. Du point de vue de la scène politique, bien évidemment qu'ils ont tout raflé au Parlement et au Sénat, donc c'est une autocratie qui ne dit pas son nom, une dictature où il n'y a pas de place à l'opposition. C'est un parti unique et tout le monde regarde dans la même direction. C'est quand même extraordinaire, après 43 ans de pouvoir, qu'on puisse se retrouver dans cette situation. Il n'y a pas une voie divergente, en tout cas un point de vue divergent sur la gestion de la politique de ce pays. C'est quand même assez regrettable. Tchéelou Lawson, que peut-on attendre finalement sur le plan économique à l'aune de ce 6e septennat? Peut-on véritablement réaliser ce rêve d'équilibre des richesses entre les Guinéens grâce au pétrole qu'on peut dire nouvellement usité? Aujourd'hui, on peut dire que le président Teodoro Obiang Nguema a toutes les cartes en main. Les cartes politiques au niveau parlementaire, au niveau du Sénat, les leviers également de l'économie. Donc, il a la responsabilité, le devoir de pouvoir relever le niveau économique de ses concitoyens. Vous savez, la Guinée équatoriale, c'est un petit pays, 1 500 000 habitants, donc ce n'est pas une grande population. C'est un pays très riche, c'est un pays qui est le 3e exportateur du pétrole en Afrique subsaharienne. Et donc, aujourd'hui, du point de vue des ressources, le président a toutes les cartes à main pour pouvoir relever le défi.
Pour l'instant, la situation est assez morose sur le plan économique. Le taux de chômage est à 9,2%. C'est un défi qu'il va falloir relever pour redonner du travail à la jeunesse équato-guinéenne. Le PIB par tête dans ce pays n'est pas également extraordinaire. Oui. Au niveau de l'agriculture, c'est 2,3%. Au niveau industriel, 19%. Et au niveau des services, 41,8%. Vous voyez, la Guinée équatoriale, du point de vue du rang, c'est en termes de volume du PIB, c'est le 142e pays au monde. Et par tête, c'est 71e pays au monde. Donc, voilà, le tableau ou les indicateurs économiques prouvent que c'est un pays pauvre, c'est un pays où le niveau de pauvreté est à 67% de la population. Donc, tous ces indicateurs nous amènent à quand même à envisager de façon assez, je dirais, assez rationnelle qu'il y a un défi à relever du point de vue justement de niveau de vie de la population. Il va falloir aussi que le président Nguema puisse essayer de redresser son pays, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan aussi de la corruption, parce que l'indice de corruption établit ce pays à un rang pas tout à fait honorable, compte tenu des affaires dans lesquelles son fils est impliqué en France, où il a été jugé et condamné avec les biens mal acquis, et également les affaires judiciaires aux États-Unis en termes de corruption, plus de 300 millions de dollars, des francs de dollars, et c'est des ressources des Guinéens, des Équato-Guinéens, en termes de maisons de luxe, de voitures de luxe, etc. Donc tout cela mérite d'être revu dans ce septennat pour redonner aux Équato-Guinéens ce qui leur revient, la redistribution, pour que le niveau de vie des Équato-Guinéens puisse être amélioré. Tché Loulosson, pour sortir définitivement de cette question, justement, il y a également des suspicions, mais des inquiétudes en ce qui concerne une sorte de succession du père, du fils au père, bien sûr, durant même son mandat. D'ailleurs, le parti politique PDGE le permet, selon sa constitution, disons-le ainsi. Peut-être des craintes alors par rapport à cela, au vu de ce que vous venez de déplorer concernant le fils du président? De toute évidence, il faut s'y attendre. Hein? Il faut s'y attendre que le fils va remplacer le père dans ce genre de régime autocratique où ils ont tous les leviers en main, les leviers économiques, le levier sécuritaire et les leviers politiques. Bien évidemment qu'il n'y a pas d'opposition. Et donc, et comme le prévoit d'ailleurs la Constitution qui est taillée sur mesure, le vice-président remplace le président automatiquement en cas d'absence ou en cas de décès. Et donc, nous sommes dans une monarchie qui ne dit pas son nom. Il faut s'attendre à ce que le fils puisse remplacer le père. Mais est-ce que le père va abdiquer? Alors, on parle bien d'abdiquer, hein. Donc, est-ce que le père va abdiquer pour le fils? Je ne le pense pas. Ces genres de dictateurs vont au bout jusqu'au bout de leur mandat. Et je pense que c'est peut-être des questions de santé ou de disparition qui va amener le fils à pouvoir prendre les rênes. Mais déjà, il a les leviers en main parce que au niveau des décisions, au niveau de la gouvernance du pays, il est le vice-président, donc il est en charge de beaucoup de dossiers. Malgré que, bon voilà, il est poursuivi par des affaires de corruption, il tient toujours les leviers de ce pays en main. Et donc, il est en fait, vous voyez, je dirais le gouverneur. Le seul candidat. Exactement. Donc, ce problème ne se pose pas en réalité. Il est déjà aux affaires. Son papa lui a pratiquement tout confié. Et donc, si jamais son papa venait à s'effacer sur la scène, bien évidemment que les forces de l'ordre vont le propulser très rapidement à la tête du pays.
Merci infiniment Thielou Lawson d'avoir répondu présent à cette édition d'information. Je rappelle que vous êtes analyste politique et également économiste. Merci pour cette invitation et on souhaite la paix pour ce pays et surtout que le prisonnier politique, maintenant qu'il est reconduit, il faudrait qu'au niveau sur le plan politique, il y ait de l'apaisement et que les prisonniers soient libérés et que ce pays-là retrouve la paix sociale et sécuritaire. Aux Comores, à présent, l'ancien président comorien Ahmed Abdallah Sambi, jugé pour haute trahison, a été condamné ce lundi à la prison à perpétuité, principal opposant de l'actuel président Azali Assoumani. Il est accusé d'être impliqué dans le scandale de la citoyenneté économique. La suite et plus de détails, c'est avec vous dans cet élément Assam Zeli. Jugé pour haute trahison par la Cour de sûreté de l'État, l'ancien président comorien Ahmed Abdallah Sambi a été condamné à la réclusion à perpétuité. Une sentence à laquelle le principal opposant de l'actuel président Azali Assoumani ne peut faire appel car les décisions de la Cour de sûreté de l'État sont irréversibles. L'homme politique âgé de 64 ans est accusé d'être impliqué dans le scandale de la citoyenneté économique. En effet, alors président de ce petit archipel de l'océan Indien, de 2006 à 2011, Ahmed Abdallah Sambi avait fait voter une loi permettant de vendre à des prix élevés des passeports aux personnes en quête de nationalité, notamment des dizaines de milliers de Bédouins des pays du Golfe, considérés par leur patrie comme des citoyens de seconde zone et privés de ce fait de documents d'identité. Il est reproché à Sambi d'avoir détourné une fortune dans le cadre de ce programme qui devait permettre de remplir les caisses de l'État. Le préjudice est estimé à plus d'1,8 milliard d'euros. Le camp Sambi, qui décrit une procédure inéquitable, soutient qu'aucune trace de cet argent n'a été démontrée et aucun compte découvert. Les faits imputés à l'ancien dirigeant comorien qui à l'origine était poursuivi pour corruption ont été requalifiés en haute trahison, un crime qui selon ses avocats n'est nullement mentionné dans le droit comorien. Et parlons à présent d'économie. Dans ce journal, au sein de la CEDEAO, la première réunion des directeurs généraux des impôts de la région a eu lieu le vendredi 25 novembre 2022 à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire. Au cours de cette réunion, il était question de mettre en place une méthodologie qui permettra une stratégie d'évaluation de dépenses fiscales dans les États ouest-africains. Le département des affaires économiques et l'agriculture de la Commission de la communauté de l'Ouest à travers la direction de l'Union douanière et de la fiscalité ont organisé cette réunion. Plus de détails dans ce reportage de Koumabité. Regardez. La réunion d'Abidjan a permis aux premiers responsables des services fiscaux des États membres de la CEDEAO d'examiner plusieurs textes en vue d'une harmonisation des systèmes fiscaux de la région ouest-africaine, dont le projet de directive établissant des lignes directrices des administrations fiscales des États membres de la CEDEAO et le projet de directive modifiant la directive sur l'harmonisation des législations des États membres de la CEDEAO relative aux droits d'acquise. L'examen de 3 autres textes figurait aussi à l'agenda des directeurs généraux, dont le projet de directive visant à harmoniser la méthodologie d'évaluation des dépenses fiscales dont les États membres de la CEDEAO, le projet de directive sur la création d'un mécanisme institutionnel de suivi et d'évaluation de la transition fiscale en Afrique de l'Ouest, enfin le projet directive modifiant la directive du 27 mai 2009 dernier concernant l'harmonisation des législations des États membres de la CEDEAO en matière de taxes sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive du 12 au 14 décembre 2017. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest a donc déjà fixé les bases sur les nouveaux projets et ramené les règles d'évaluation sur les nouveaux contenus fiscaux des pays des États membres de la CEDEAO. Et une note sombre à présent dans ce journal. Au Cameroun, dans un quartier populaire de la capitale
politique Yaoundé. 11 personnes ont péri lors d'un drame. C'était lors d'une réunion en hommage à des défunts dans un quartier populaire comme nous le disions. Sur les lieux, les familles restent jusqu'à présent inconsolables. Bala est allé fouiller pour nous cette actualité. Je vous propose son reportage qui revient sur cette actualité macabre. Sur ces visages, l'émotion est plus que visible. Nous sommes au Cameroun, dans le quartier de Damas à Yaoundé, région du centre. Ici, de nombreuses familles étaient installées dans l'après-midi pour une cérémonie de commémoration de 5 membres d'une association décédés durant l'année. Les convives étaient installés sous plusieurs grandes tentes sur ce terrain vague, au sommet d'une colline, quand le sol s'est affaissé en début de soirée, sous une partie de l'assistance traînant avec lui un bilan assez lourd. On compte plus d'une dizaine de morts et une vingtaine de blessés. Au pied de ce terrain, des effets personnels sont visibles. On venait juste de commencer à danser quand la terre s'est effondrée, a raconté Marie-Claire Mendouga, 50 ans, qui se tenait heureusement sous l'une des toiles n'ayant pas été emportée par l'éboulement. Je suis allée creuser avec mes mains pour tenter de sortir des victimes des amasses de terre, poursuit-elle. Sur les lieux, le gouverneur du centre a expliqué que la zone était très dangereuse. C'est un incident malheureux qui est survenu encore à cette fin d'année où les familles sont endeuillées. Quand vous voyez même la zone, vous savez que c'est la zone très dangereuse. Et il serait judicieux et nécessaire pour que ces populations commencent à réfléchir comment partir avant que l'administration ne vienne. Les autorités ont prévenu que le lieu reste dangereux et à cet effet, des évacuations pourraient être ordonnées et toute nouvelle construction reste jusqu'ici fortement déconseillée. Rappelons que les effondrements de pans de terrain, parfois avec des maisons, surviennent relativement fréquemment à Yaoundé et dans d'autres villes du pays. Cependant, dans la capitale, ils sont rarement aussi meurtriers. À Bafoussam, dans l'ouest du Cameroun, on s'en rappelle encore. 43 personnes avaient perdu la vie en date du 29 octobre 2019, quand un glissement de terrain avait emporté une dizaine d'habitations précaires construites à flanc de colline après des pluies diluviennes. Et voilà qui met fin à cette édition d'information sur For You Africa. Merci à vous de nous avoir regardés sur nos différentes plateformes Internet, Facebook et YouTube, de nous avoir écoutés sur la 96.3 FM For You Radio pour ceux qui sont à Douala et ses environs. L'information et les programmes se poursuivent sur nos différents médias. Au revoir à Konolinga.